l'invité de la matinale. KTO Radio. Quelles seront les réalités de vie des habitants du pourtour méditerranéen en 2050 ? Quel sera l'état de cette mer, lien entre les nations, mais zone maritime la plus polluée par le plastique au monde ? Les questions sur l'avenir de la Méditerranée sont nombreuses et un rapport qui vient d'être publié par les chercheurs du Plan Bleu balaie ces projections. L'un des auteurs de ce rapport est avec nous ce matin, Denis Lacroix. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente aux auditeurs, vous êtes consultant en sciences marines et prospectives et donc membre du Plan Bleu. Le Plan Bleu qui produit des expertises sur l'environnement et le développement des pays méditerranéens pour la Convention de Barcelone. Alors expliquez-nous ce qu'est cette convention que le grand public connaît peu, voire même pas du tout. Alors en fait, il y a au siècle dernier, il y a eu la décision du programme des Nations Unies pour l'environnement d'établir une convention spécifique de protection de la Méditerranée. Et cette convention s'appelle la Convention de Barcelone. Et elle implique tous les pays du pourtour de la Méditerranée, 23 pays, dont la France. Et un certain nombre de pays ont proposé d'avoir des points focaux pour lesquels travailleraient des petites équipes afin d'étudier la Méditerranée, de mettre en commun leurs connaissances et puis d'en tirer des recommandations, des rapports, des prospectives pour les décideurs. Voilà l'intérêt de ce travail. Et tous les 20 ans, une vaste étude de prospective est réalisée afin de projeter les futurs possibles de la Méditerranée à la lumière des connaissances actualisées. Ce qui est le cas donc ici avec ce rapport à horizon 2050. Le constat déjà que vous dressez sur l'état de la Méditerranée aujourd'hui, tant au niveau de la biodiversité que sur le plan économique et politique, n'est pas très positif d'ailleurs. Oui, force est de constater que depuis le précédent rapport qui a été publié en 2005, eh bien, les principaux indicateurs, je dirais, de la santé de la Méditerranée au sens large, eh bien, se sont plutôt dégradés globalement. Et notamment, il y a un indicateur qui est très simple, c'est celui de la mer, du niveau de pollution de la mer, puisque la mer elle est le réceptacle de toutes les activités dans les bassins versants et les activités sur le littoral. Eh bien, cette mer, elle est de plus en plus polluée. Elle est de plus en plus menacée dans ses équilibres, ces grands écosystèmes dont on a pourtant besoin pour garder une mer vivante avec une biodiversité acceptable. Mais il n'y a pas que la mer, et bien sûr aussi la terre, avec des problèmes d'artificialisation des terres, de risques de méga-feux, de risques d'inondation, comme on a pu le voir récemment, aussi bien en Grèce l'année dernière, pour les feux qui ont ravagé le nord du pays, que récemment à Valence. Et des questions aussi politiques et sociales. Naturellement, c'est un endroit où l'enjeu des migrations est très important. Et puis également les conflits qui peuvent éclater. Le plus spectaculaire et le plus durable, c'est celui qui a lieu au Moyen-Orient. Mais il y a également des foyers de tension entre de nombreux pays. Et cette situation, on ne peut pas dire qu'elle se soit beaucoup améliorée. Elle s'est même aggravée, même en mer Noire, qui est un peu excentrée, mais où il y a un conflit majeur en cours également. Donc, les enjeux géopolitiques, sociaux et économiques aussi, sont tous un peu sous tension, ce qui implique, ce qui renforce l'intérêt d'une réflexion prospective pour voir quelles sont les évolutions tendancielles probables. Et puis également, quels sont les scénarios qui pourraient diverger ces évolutions tendancielles, en bien comme en pire. D'ailleurs, vous faites émerger 6 scénarios différents d'ici 2050. Il y en a 3 qui sont dramatiques, tant sur un plan sociétal, politique, environnemental, et 3 plus vertueux, incluant notamment des collaborations fortes entre les pays de la Méditerranée, voire même au niveau mondial. Mais vous le dites dans le rapport, la tendance à la collaboration et au changement dépend, je vous cite, d'une bifurcation majeure. Quelle tendance paraît aujourd'hui le plus plausible ? Alors, je pense que ce qui est le plus perceptible par aussi bien les dirigeants que le citoyen, toute la population, toutes les populations riveraines, c'est le changement climatique. On pensait avant que ça serait loin et lent.
en réalité, c'est beaucoup plus proche qu'on ne le pensait et ça va affecter la Méditerranée en avance de phase par rapport au reste du monde. Pourquoi? Parce que la Méditerranée est un endroit, et tous les modèles le montrent, qui sera réchauffé plus tôt et plus vite que beaucoup d'autres régions. Donc, sachant cela, il peut y avoir des impacts immédiatement perceptibles par tout un chacun. Et donc, à partir du moment où il y a cette prise de conscience, elle peut en cascade déclencher différentes actions, notamment une prise de conscience du fait qu'il faut agir, non pas dans un futur lointain, mais dès aujourd'hui, partout et dans tous les domaines. Donc ça, je pense, c'est un domaine dans lequel ça vaut la peine de faire des efforts d'explication, de pédagogie, afin de passer du constat à l'action. Mais est-ce que ces efforts vont être réellement faits par les acteurs de la Méditerranée? Alors, ça dépend des endroits et des pays. Je dirais de manière globale, on produit des textes qui sont très intéressants, notamment la stratégie méditerranéenne du développement durable, qui est un texte qui existe, hein, qui est mis à disposition des États. Après, c'est à chacun des États de le mettre en œuvre via les moyens mis à disposition pour mettre en œuvre réellement cette stratégie. Bien souvent, elle reste assez théorique. Par contre, il y a des pays qui, localement, à l'échelle du territoire, s'impliquent dans des actions concrètes et permettent de faire des progrès, mais à une échelle territoriale plus petite. Je donne un exemple. La montée du niveau de la mer est couplée avec la pénurie d'apport d'eau douce par les fleuves, entraîne une salinisation de nombreuses terres agricoles côtières. Et dans certains pays, notamment en Égypte, on transforme les cultures, notamment les rizières très littorales, qui sont salinisées par cette montée du niveau de la mer et la percolation à travers les nappes phréatiques. Eh bien, elles transforment ces espaces en bassins de production d'aquaculture. Et on a vu ainsi, par exemple, l'Égypte passer en 25 ans d'une production de 100 000 tonnes à une production d'1,6 million tonnes de produits d'aquaculture. Donc, elle a transformé d'une menace, elle l'a transformé en opportunité. Donc, il n'y a pas que des catastrophes à annoncer, hein, heureusement. Il y a aussi des opportunités. Simplement, c'est que plus on est préparé à cela, plus on peut en tirer avantage. Mmh. Churchill disait joliment, prenez le changement par la main avant qu'il ne vous prenne par la gorge. Il y a déjà des changements qui ont été engagés et ratifiés par les pays de la Convention de Barcelone récemment. Je crois depuis le 1er janvier, la Méditerranée est devenue une zone de contrôle basse émission carbone. Autre exemple, les aires marines protégées. 10% de la mer Méditerranée est censée être protégée, hein, ce qui dans les faits, je crois, est assez loin d'être le cas. Comment s'assurer que ces engagements pris et que ces projections soient réellement suivies d'actes? Alors, vous pointez un point très important, et vous avez raison de le faire, c'est le problème du contrôle. Il ne suffit pas de décréter qu'une zone est une aire marine protégée qui fait tant de kilomètres carrés, que désormais la pêche y est interdite, on y limite les activités humaines, on la surveille, on la mesure, on l'observe, on la protège. Parce que si vous n'avez pas les moyens ensuite de mettre en œuvre cette politique, eh bien, elle sera ignorée. C'est-à-dire les pêcheurs, ils continueront à y passer parce qu'ils font ça depuis toujours. Et donc, il faut changer certaines habitudes, il faut aménager ces zones-là de manière à ce que la loi elle soit respectée. Donc, trop souvent, je dirais, on se, on se cantonne à proclamer que des zones, souvent assez vastes, hein, sont protégées, alors qu'en réalité, elles ne le sont pas vraiment. Donc, il faut mettre des moyens dans ces cas-là. Je donne un exemple tout simple. La pêcherie de thon rouge à l'échelle de la Méditerranée était en mauvais état dans les années 90 et les scientifiques ont alerté l'ensemble des pouvoirs publics et des organisations internationales sur le fait qu'il fallait absolument restreindre la pêche. Un effort très spécial a été alloué à cela et des quotas ont été distribués au pays en forte réduction par rapport aux pêches traditionnelles. Évidemment, ça a créé des résistances, des difficultés, Mmh. etc. Mais
un très bon niveau de contrôle a été mis en place. Et aujourd'hui, on peut dire que les stocks de thon rouge ne sont plus menacés d'effondrement ou de diminution importante. Au contraire, ils sont en régénération. Donc ça montre que quand les États sont déterminés, que l'on met les moyens de contrôle et que on planifie à l'échelle de l'ensemble des partenaires ce qu'il faut faire et qu'on maintient cet effort pendant des décennies, parce que c'est pas seulement pendant quelques années, souvent c'est des efforts de long terme qui payent. Eh bien, à ce moment-là, ça marche. On parle beaucoup d'environnement depuis le début, mais quid de l'immigration? Le rapport ne le mentionne pas beaucoup. Pourtant, c'est une composante importante, hein, de la réalité humaine en Méditerranée. Ces questions sont-elles posées aujourd'hui entre les pays de la Convention de Barcelone? Bien sûr, la difficulté, c'est que ce sont des problèmes très complexes, d'une part, et deuxièmement, qui dépendent du positionnement des pays eux-mêmes et également de l'évolution de la situation dans des pays situés souvent très au sud. Or, c'est une projection à l'horizon 2050, hein. Alors, ça serait très aventureux, je dirais, au plan même intellectuel, d'imaginer des trajectoires de pression migratoire précises. Euh, L'essentiel, ce qu'il faut voir, c'est que là, il est logique pour des populations qui sont mises en danger de mort, hein, par déficit, par exemple, d'eau. On peut tenir une pénurie de nourriture pendant un certain temps, mais un manque d'eau, ça vous met vite en mouvement. Donc, si on ne résout pas ces problèmes-là, notamment dans les pays les plus vulnérables ou les zones les plus vulnérables qui sont ce qu'on appelle en stress hydrique, et on sait que ça va augmenter, eh bien à ce moment-là, la migration est le seul moyen de survie. Alors il y a d'autres sources de migration, évidemment, la recherche d'un travail, l'oppression politique, etc. Cet ensemble de justifications fait que il est probable que les flux migratoires vont continuer à exister et très probablement à augmenter. La réponse pertinente globale dans ces cas-là, c'est de réduire les causes. C'est pas seulement de traiter le problème une fois qu'il s'est manifesté, c'est de revenir à l'origine et de faire cesser les causes qui justifient ces migrations. Ça veut dire travailler activement, hein, et de manière collective et de manière très coordonnée, euh, au nord comme au sud comme à l'est, de manière à ce que des conditions de vie décentes soient assurées au sud et que ces migrations perdent leur raison d'être. C'est pour ça qu'un des scénarios insiste sur l'intérêt d'envisager une coopération beaucoup plus massive qu'actuellement entre l'Europe et les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée, de manière à stabiliser la région autour d'une vision de long terme qui soit celle de conditions de vie assez favorables pour que les migrations perdent leur raison d'être. Évidemment, c'est un scénario parmi d'autres, hein. Ce n'est pas le scénario dominant pour l'instant. Pour consulter en tout cas les autres scénarios et voir le travail complet qui a été mis en place par les chercheurs du Plan Bleu, j'invite les éditeurs à aller faire un tour sur le site www.planbleu.org. C'est toujours intéressant d'avoir en tête ces perspectives, qu'elles soient positives comme négatives, et les positives existent, vous les avez mise en avant, Denis Lacroix. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur KTO Radio. Je rappelle que vous êtes l'un des auteurs du plan bleu Méditerranée à horizon 2050. Merci pour ce travail et bonne continuation. Merci beaucoup.